Bienvenue dans l'hebdo de François, en partenariat avec Beurre FM et Africa numéro 1. Et tout de suite, évidemment, très bonne, excellente année 2008. Ceci au nom de toute l'équipe de l'hebdo, les techniciens de régie et de plateau, et puis tous les gens qui m'entourent, nos éditorialistes qui sont autour de cette table. Et puis, bonne année à vous, Francis Aloupo pour Africa numéro 1. Bonne année à vous, bonne année à tous et à toutes. Voilà, Nadir Djenad pour Beurre FM, tous mes vœux. Tous mes vœux et bonne année à tous. Voilà, alors notre chercheur préféré du CNRS, directeur de recherche, tous mes vœux, Dominique Volton. J'ai prévu scientifiquement le bonheur pour tout le monde pour l'année 08. Bon, scientifiquement. Éric Zemmour, bonne année à vous aussi. Merci, vous aussi, à tous ici. Voilà, alors bon, ça y est, on a fait nos vœux. Je vous rappelle où vous pouvez nous écrire si vous avez des remarques, des questions, et même parfois des petites remarques pas forcément agréables, on les prend en compte, on y répond en général. Hebdo, franceau@rfo.fr, ça doit s'afficher sur l'écran. Hebdo, franceau@rfo.fr. Alors avant de commencer, je voudrais vous dire une chose. Les journalistes ont rarement l'opportunité de se faire l'écho des bonnes nouvelles. Alors en ce début d'année, je ne manque pas l'occasion de dire le plaisir que nous avons tous éprouvé autour de cette table à l'annonce de la libération de Clara Rojas et Consuelo González. Et l'espoir que nous entretenons de voir bientôt libre Ingrid Betancourt. Voilà. Au sommaire de cet hebdo, cette semaine, la surprise Barack Obama aux élections en primaire aux États-Unis, la situation du Kenya après l'élection présidentielle, le procès qui vient de commencer de l'ex-président Charles Taylor du Liberia, et enfin la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. On commence tout de suite avec Barack Obama. À 46 ans, le sénateur métis de l'Illinois est venu brouiller les cartes dans le camp démocrate. On attendait Hillary, et si j'ose dire, c'est Obama qui est venu casser la baraque. Premier dans l'Iowa, second dans un mouchoir de poche dans le New Hampshire, il est devenu incontournable. Il vient même d'obtenir le soutien de John Kerry, le candidat démocrate malheureux face à George Bush. On ne peut pas parler de vote communautaire parce que dans les deux États en question, il y a une très faible population noire. Alors à quoi peut-on attribuer ce succès, Nadir Djenad ? Barack Obama représente, à mon avis, un symbole qui dépasse les frontières raciales. Ce n'est pas simplement un homme de couleur, c'est aussi le fils d'un immigrant qui s'est fait tout seul. Et son père était kényan. Oui, il incarne pleinement le rêve américain et là réside la raison de son ascension. Les suffrages qui se sont portés sur Barack Obama traduisent une évidente volonté de changement après 8 années d'une présidence Bush. Barack Obama, par sa jeunesse, vous l'avez dit, 46 ans, son parcours atypique, meilleur étudiant à Harvard, mais également travailleur social à Chicago, incarne donc ce changement auquel aspirent donc des millions d'Américains. Il n'a pas cessé de dénoncer dans ses discours, il continue à le faire, la politique, ce qu'il appelle la politique partisane, tributaire de l'argent et des réseaux d'influence. Il peut incarner presque physiquement donc l'arrivée d'une nouvelle génération au pouvoir, et c'est pour ça que lors des primaires de l'Iowa, une grande majorité des jeunes ont voté pour lui. 57% des votants ont voté pour lui. Donc pour résumer, je dirais que Barack Obama est une star, enfin une rockstar de la politique, à l'image de John Kennedy ou de Bill Clinton. J'ai relevé une citation d'une journaliste de CNN qui disait que les gens sortent impressionnés des meetings d'Hillary Clinton par son intelligence, mais ils sortent des meetings de Barack Obama si enthousiastes qu'ils ont parfois la larme à l'œil. Alors Éric Zemmour, vous avez la larme à l'œil pour Barack Obama, vous ? Je sais pas, parce que je regarde, il m'impressionne, cette percée est formidable. C'était un peu couru d'avance, on croyait que c'était couru d'avance pour Hillary Clinton. En fait, Hillary Clinton, c'est un peu l'anti-Ségolène Royal, c'est-à-dire que elle n'a pas le charme de notre candidate, mais elle a, la connaissance des dossiers. Pas mal non plus. Comment ? Pas mal non plus. Ah bon ? Je vous laisserai faire l'arbitre des élégances plus tard. C'est surtout très gentil pour Ségolène Royal de dire ça. On va laisser finir Éric Zemmour. Je pense. Ouais. Donc elle a une grande connaissance des dossiers, elle est très professionnelle, et on voit que Obama lui a grillé la politesse. C'est pas fini, si j'ai bien compris, oui. Dans le Super Tuesday, c'est début février. Elle a pris sa revanche. Donc la bataille est serrée. En tout cas, ce qui est très intéressant, je trouve, avec Obama, c'est que effectivement, comme dit Nadir, il incarne ce rêve américain. Qu'il soit métis, évidemment, est encore plus parlant, si j'ose dire. Et je trouve ça toujours très intéressant, ces Américains, parce que ils sont toujours, comment dire, ils ont une ambivalence fondatrice. C'est-à-dire que d'un côté,
ils permettent à des gens comme Condoleezza Rice, comme Colin Barack Powell. Obama, Colin Powell, donc vraiment les meilleurs élèves, hein, de percer très très vite. Il y a pas de. Chez nous, on appelait ça la méritocratie dans le temps. Oui, non, mais ça existe encore. là. Ça existe encore. Oui, oui. Alors, on laisse conclure. Vous concluez, Eric? Et c'est donc de percer très très vite, de façon, c'est de très rares personnalités, et en même temps, ils ont un système terrible qu'il faut quand même pas oublier que la moitié des jeunes noirs de 18 à 25 ans sont en prison quand même aux États-Unis. C'est bien de le rappeler. Non, mais c'est pas pour dire les méchants américains. Je pense que c'est lié. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont un système qui est pour les meilleurs d'entre les meilleurs d'entre les meilleurs. On vous donne votre chance, et pour les autres, c'est implacable, on vous met en tôle et on pénalise ce qu'on appellerait en France la question sociale. Et je trouve que la France est exactement le modèle inversé. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aux quelques meilleurs de s'arracher à la gang des autres communes, et en même temps on laisse la racaille en liberté et faire ce qu'elle. Alors, on voudrait continuer à parler un peu des États-Unis. Excusez-moi. On va demander à Dominique Volton son opinion. J'ai relevé une phrase de Barack Obama. Il a dit, je crois que c'était dans un des meetings, je ne suis pas contre toutes les guerres, je suis contre les guerres idiotes. Il parlait bien entendu de la guerre en Irak. Il a voté contre alors que Hillary a voté pour. Voilà, et il a voté contre la guerre en Irak, contrairement à Hillary Clinton. Alors, on pourrait dire, si on voulait simplifier, qu'un symbole chasse l'autre, c'est-à-dire que Hillary Clinton, c'est quand même le symbole des femmes qui arrivent au pouvoir dans les pays occidentaux, parce que dans les pays musulmans, les femmes sont arrivées, que ce soit pour le Pakistan ou pour l'Inde, un pays non musulman, mais au pouvoir avant les pays capitalistes. Donc, il faut quand même, d'ailleurs, faudrait que le monde occidental s'aperçoive que les femmes sont arrivées souvent au pouvoir ailleurs avant. Mais donc, elle, c'était le symbole de la femme, elle devait arriver. Et là, crac, on risque d'avoir, on verra ce qui va se passer, si je puis dire, le symbole du multiculturalisme. Et moi, je trouve qu'on est exactement dans les enjeux politiques de la mondialisation, c'est-à-dire, oui, il y a un rattrapage à faire, évidemment, du statut des femmes par rapport aux hommes, mais c'est pas acquis, c'est pas gagné. Mais derrière cette bataille de la diversité des rapports hommes-femmes, il y en a une autre qui est encore plus compliquée, qui est évidemment celle de l'égalité des hommes, des cultures et des religions. Et de ce point de vue-là, lui, alors, on va voir comment il va se situer là-dessus. Il en joue, d'accord, on verra bien comment, mais en tout état de cause, je pense que ça joue plus la jeunesse. Si on est pessimiste, on dit qu'il sert de caution au système américain où effectivement il y a 0,0% de noirs qui s'en tirent contre effectivement, hélas, une très grande misère noire. Moi, j'ai pas un raisonnement de ce type-là. Je pense que quelque part, si le mouvement se fait sur lui, ça le dépassera parce que ça veut dire que c'est un profond mouvement culturel et politique. Et j'ajoute que si ça passe pour lui, ce sera pas du charisme, contrairement à ce qu'on raconte. C'est pas uniquement parce qu'il a une belle gueule, mais c'est parce qu'il y a du caractère et un symbole. Et l'avantage de la démocratie de masse, c'est que de temps en temps, elle s'identifie. Plus exactement, des hommes ou des femmes identifient des mutations. On aura peut-être ça. Je remarque, Francis, je vous donne tout de suite la parole. Aucun d'entre vous, pour l'instant, n'a abordé les questions de programme. Francis. Oui, justement, c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que vient de dire Dominique, je pense que si Barack Obama est arrivé à ce stade de la vie politique, c'est d'abord pour son talent. C'est d'abord, il a été un travailleur... talent personnel, quoi. Hein. Oui, et puis un engagement aussi dans la vie politique qui ne date pas d'hier. C'est un travailleur social, d'ailleurs réputé à Chicago, comme le rappelait Nadir. C'est un sénateur quand même qui a, initié d'abord un discours, qui a initié des idées, qui a initié des programmes, qui ont depuis quelques années quand même marqué le Parti démocrate américain. Donc c'est avant tout le résultat d'un travail, le résultat d'un labeur qui est quand même d'abord salué. C'est qu'au-delà effectivement du côté rockstar, il s'agit d'abord, de la sanction du mérite. Je pense que c'est d'abord ça qu'il faut souligner. Mais je crois que la bonne nouvelle, quand même, dans ces primaires, dans les prochaines élections aux États-Unis, c'est le fait qu'on n'aura pas inscrit dans le registre des candidats un nommé George Bush. C'est ça je crois, c'est la bonne nouvelle. George Bush ne sera plus candidat. D'après ce que j'ai compris, Michael Huckabee le remplacerait assez bien. Oui, mais bon. Alors, et l'élection se jouera quand même aussi beaucoup sur la question de la guerre de l'Irak. Il faut bien le souligner, parce que ce clivage est déjà très clair entre démocrates et républicains. Quand vous voyez le nombre, chez les démocrates, par exemple, vous avez, ils sont tous contre la guerre en Irak, chez les démocrates. Mais même si Hillary Clinton a voté pour, elle est revenue, en disant, bon, si j'ai voté pour, mais une fois que j'ai su les bonnes raisons, enfin les vraies raisons de cette guerre, je suis plutôt contre. Donc, tous les candidats démocrates sont contre. Mais leur passé ne plaide pas toujours en leur faveur. Mais chez les républicains, ils sont quand même 6 sur 7 à être pour la guerre. C'est important. Donc, ça se jouera essentiellement. Ça va être un enjeu essentiel. Et de ce point de vue,
Barack Obama a essentiel. une position très claire. Hein. Alors, je voulais aussi revenir sur la question justement des clivages traditionnels, les clivages raciaux traditionnels aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays très compliqué. Comme disait Eric, c'est vrai que il y a des contradictions, il y a des paradoxes apparents. Mais ce ne sont que des paradoxes apparents. Parce qu'aux États-Unis, au fond, cette complexité aujourd'hui amène quelqu'un comme Barack Obama à être un candidat qui soit le mieux placé pour gouverner demain la plus grande puissance du monde. C'est un métis. Mais c'est un métis qui n'est pas un africain-américain, c'est-à-dire que c'est pas un noir américain. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça sa différence, absolument. C'est l'enfant, c'est un fils d'immigrés, un fils de Kenyan et d'une dame, je veux dire, de Kansas. C'est pas un descendant d'esclaves. Voilà. C'est essentiel. Et il faut noter qu'en fait, le dernier électorat que Barack Obama aura à convaincre dans les prochains jours, c'est bien l'électorat noir. C'est ça le paradoxe intéressant. D'ailleurs, il vient de recevoir le renfort, le soutien très intéressant de Jesse Jackson, ce qui est effectivement un soutien un soutien de poids. Ça veut dire que les clivages traditionnels ne sont plus les mêmes aux États-Unis et que pour les Noirs américains, par exemple, bon, ça c'est un clin d'œil que je fais pour laisser la parole à mes collègues. Pour les Noirs américains, le premier candidat, le premier président noir qu'ils aient eu aux États-Unis, ce fut quand même Bill Clinton. Ils le disent avec certaine ironie. Et c'est une réalité. Il l'a dit lui-même. Donc, je veux dire qu'on n'a pas le même spectre, je veux dire, de lecture, les mêmes grilles de lecture, je dirais, des clivages raciaux aux États-Unis. Qu'en Europe, en France. Nadir Djenad veut dire un mot, ensuite, pour aller dans le sens, Éric Zemmour, et enfin Dominique Bolton clôturera. Pour aller dans le sens de Francis, c'est vrai que les prochaines primaires seront déterminantes sur l'ascension de Barack Obama. Les prochaines primaires auront lieu en Caroline du Sud, où il y a une forte communauté afro-américaine. Ce qui est intéressant, c'est vrai que on ne sait pas si cette communauté va voter en masse pour Barack Obama, parce que si Barack Obama revendique l'héritage de la lutte des droits, cette communauté ne vote pas. Oui, non, mais si Barack Obama revendique l'héritage de la lutte des droits civiques, s'il cite souvent Martin Luther King, il n'évoque pas le ghetto, le repli communautaire. Donc, on n'a jamais entendu dans un de ses discours culpabiliser les blancs pour les fautes commises dans le passé. Ce mouvement s'appelle un discours multiracial universel. Pour tout le monde. Mais justement, il y a une majorité de Noirs qui peinent à se reconnaître dans ce discours-là. Éric Zemmour. Alors, moi, et enfin Dominique Bolton pour conclure. Vraiment, deux petits mots très vite. Un, je suis tout à fait d'accord avec Francis sur le fait qu'il n'est pas un Noir des États-Unis, il est un Noir immigré, et ça change tout. Je pense que ça change tout dans les structures familiales. Il y aurait une sociologie à faire très intéressante là-dessus. Et donc le parcours scolaire, etc. Je pense que l'esclavage a détruit les structures familiales des Noirs et qu'ils ne se sont pas encore remis. Je veux dire les Noirs esclaves, évidemment. Par ailleurs, j'ai un point de désaccord avec Francis, s'il me permet, c'est quand il dit il y aura plus Bush. Moi, je pense que la politique américaine, contrairement à ce qu'on croit en France, ne changera pas radicalement. Que ce soit démocrate ou républicain. Exactement, je pense qu'il y a une politique impériale qui subsistera. Clinton est un Bush aimable et séducteur, mais c'est un Bush. Et même sur la politique intérieure, je pense que les choix faits par la fin. D'ailleurs, c'est très intéressant sur Hillary. C'est-à-dire que je pense que les choix faits dans l'échec d'Hillary, vous vous souvenez, il y a 10-15 ans maintenant, sur la sécurité sociale à l'européenne, dans les choix faits par Bush, de suppression d'aides sociales, en particulier aux mères isolées, etc. Tous ces choix-là, sociaux, économiques, sociaux, de sécurité sociale privée, ils ne sont pas remis, si je peux me permettre, ils ne sont pas remis en cause. Les démocrates n'en parlent pas. Par Obama, ils ne sont pas, non, ils n'en parlent pas, ils ne le remettent pas en cause. Donc ça veut dire que la ligne idéologique néolibérale inspirée par Milton Friedman contre, là sur l'histoire du XXe siècle, contre Keynes, je ne la vois pas changer. Non. Plus que le style, on ne peut quand même pas, je veux dire, considérer que la culture de gouvernement sous Bill Clinton a été la même culture que sous Bush. Les suppressions sociales de Bush ont tout souvent été faites par Clinton. Mais bon, attendez. Il y a des faits. De toute façon, on va avoir l'occasion d'en discuter. La politique économique, on n'est pas là pour faire un bilan comparé de Clinton et de Bush. On est juste sur l'histoire Barack Obama, en l'occurrence. Mais par définition, on y reviendra.
c'est pas la même politique économique, pas la même politique sociale, c'est pas la même politique internationale. Bush, bon, c'est pas le sujet. Mais bon, vous pouvez avoir toutes les opinions du monde. On laisse Dominique Volton, développer son point de vue. Éric Zemmour, on laisse Dominique Volton. Et moi, pour la millième Est-ce que vous pourriez prendre une bonne résolution pour 2008, c'est laisser Dominique Volton s'exprimer? Et moi, je dis que pour la... Allez, s'il vous plaît. Non. Pour la millième fois, Dominique Volton, ce que je dis est une opinion et ce que vous dites aussi. Allez, vous n'avez pas la prétention scientifique. On va pas entamer un débat byzantin sur opinion ou pas opinion. J'aimerais que Dominique Volton puisse s'exprimer. Non, c'est un débat de fond. Un journaliste n'est pas là pour exprimer ses opinions. Si, je suis là pour ça. Bah écoutez, mais vous aussi, mais pas du tout. Vous êtes prêts. Est-ce qu'on pourrait revenir à un débat qui intéresse le téléspectateur, qui est à savoir ce que Dominique Volton voulait exprimer sur Barack Obama et sa candidature? Ça me paraît plus important. C'est un débat de fond. Si les journalistes confondent leur opinion avec leur travail, je pense que ça ira mal pour l'avenir de la légitimité du métier. Voilà. Alors je reviens sur le fond du débat, là. Vous faites ce que vous voulez, moi je fais autre chose. D'accord. Je fais vraiment autre chose. Ce qui est intéressant dans l'affaire Obama, c'est qu'effectivement, c'est un symbole en chasse un autre. C'est après les femmes, c'est pas un noir, et ce qu'on a bien dit, c'est un immigré. Et du coup, si par hasard ça va jusqu'au bout, ça veut dire que quel que soit le programme de cet homme, il va y avoir un bouleversement incroyable, parce que ce dont il est porteur par son histoire d'immigré, c'est pas la question des blancs et des noirs, c'est pas la question des hommes et des femmes, c'est la question de la migration et des migrations dans le monde. Du coup, il va y avoir un puissant mouvement dans la mondialisation de répercussions, de réveil, et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. De mon point de vue, ça peut être que positif. C'est-à-dire, ça va obliger les États-nations à s'apercevoir que la richesse de l'immigration est fondamentale dans l'histoire des civilisations, que cet homme-là ou une femme demain, peu importe, en est le symbole, et que du coup, ça va ouvrir en politique des possibilités extraordinaires. Et c'est ça qui est important. Quel que soit son programme, il aura, lui, une liberté beaucoup plus grande que s'il avait été un noir qui était élu. Oui, un Afro-Américain. Voilà, parce que c'est pas un Afro-Américain, il vient d'ailleurs. Et c'est pas seulement l'Afrique et l'Amérique, c'est le fait qu'on est dans le croisement des cultures, des couleurs. Et là, de ce point de vue-là, je trouve que c'est un symbole extraordinaire. Ceci dit, Dominique, ça n'est pas une opinion, bien sûr. Ce ne sont que des faits. J'ai une précision, ceci dit, Dominique, il est quand même né aux États-Unis et c'est un Américain. Mais bien sûr. Oui, avec un papa kényan et une mère américaine. Je crois qu'on s'est compris, Dominique. Je pense franchement qu'on s'est compris là. J'aimerais qu'on ne gère pas, dont on comprend bien ce que vous nous dites. Mais c'est pas noir. On va continuer parce qu'on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui et on va au Kenya justement. Alors, il y a une semaine d'affrontements meurtriers pendant ce qu'on appelle la trêve des confiseurs, à la suite de l'élection présidentielle. Pour l'instant, le pays semble un peu retenir son souffle. Odinga de l'opposition et Kibaki, le vainqueur présumé de l'élection, veulent, semble-t-il, éviter l'escalade. Alors, pour autant, Francis Laloupeau, vous voyez il existe une solution un peu immédiate et concrète de cette sortie de crise? Parce qu'on a l'impression qu'on est suspendu, mais qu'il n'y a pas de solution pour l'instant. Écoutez, moi j'ai un point de vue, je dirais peut-être maximaliste sur cette crise. Parce que je crois que la seule issue possible pour cette crise aujourd'hui, et on peut rêver, je pense pas que ce soit celle-là, c'est de remettre tout à plat et de refaire l'élection, de retourner aux urnes. Parce que la fraude est patente, la fraude est avérée, c'est une fraude grotesque. Pourtant, les observateurs internationaux n'ont pas eu l'air de protester énormément violemment. Un petit peu, mais... Les irrégularités ont quand même été soulignées. Et on a vu ce décompte extraordinaire où jusqu'à la veille, quand même, de la proclamation des résultats, le candidat Odinga, donc l'opposant, était donné gagnant. C'était évident. Oui. Même les sondages donnaient, effectivement, Mwai Kibaki, le président, perdant. Je veux dire. Donc, il y a des raisons endogènes, des raisons internes au Kenya qui permettaient, je veux dire, de donner déjà, en fait, d'avoir une idée, en tout cas, de l'issue de cette élection. Donc, vous pensez que Kibaki a volé l'élection. Vous pensez que c'est de là que part toute la crise? Ah, c'est un vol, c'est une fraude grotesque. Il y a eu des fraudes un peu partout. Vous savez, depuis à peu près une vingtaine d'années maintenant, qu'il y a des processus électoraux dans les pays africains, il y a un certain nombre de chefs d'État qui ont voulu contourner la question, qui ont voulu détourner les processus électoraux à leur profit par des fraudes, par une forme d'industrie très rodée de la fraude. Mais, selon, je dirais, les circonstances, cette fraude est plus ou moins grotesque ou plus ou moins subtile. Dans le cas du Kenya, nous avons affaire à une fraude avérée grotesque. Alors, je pense que tout le monde sait aujourd'hui que Mwai Kibaki a perdu les élections. Mais si vous voulez, peut-être, je vais pas rester, mais j'aimerais qu'on revienne peut-être sur les causes, au fond, je veux dire, de des émeutes. Vous êtes très tranché là-dessus. C'est la vie de tout le monde, Dominique Volton aussi? Vous pensez que Kibaki a triché et a volé l'élection? Oui, je pense plutôt, et quand vous faites appel à la mémoire des observateurs internationaux, c'est extrêmement compliqué parce qu'à la fois, c'est très bien qu'il y ait des observateurs nationaux, et hélas, il y a plein d'élections. On s'aperçoit que la présence d'un certain nombre ne suffit pas à empêcher la fraude. Voilà.
devient un alibi. Bon, Voilà. vous aussi, Éric Zemmour, En tout cas, l'hypothèse n'est pas vous- impossible. L'hypothèse ouais, n'est pas ouais. impossible. Alors vous restez sur le Oui, sur une scientifique que hypothèse. vous êtes. Oui, parce reste que- sur l'hypothèse Oui, mais plus c'est que sur une intéressant opinion parce que très tranchée. le Kenya, c'est un pays qui a une tradition politique assez forte dans l'histoire. Mais c'est pas parce que, vous savez, on a eu des fautes chez nous, on est né aux c'est États-Unis. une démocratie très fragile. Je pense que l'élection en Floride d'un certain président Du des frère, États-Unis est plus que discutable, hein, on le sait tous. Même de Alors, Kennedy face ouais. à Nixon, hein, avec le jeu de la mafia, on le sait Ouais, aujourd'hui. ouais. Éric Zemmour, alors le Kenya pour vous aujourd'hui, Ah oui, mais c'est pas ça que je- faut-il recommencer les élections comme le propose, comme le souhaite en tout cas On va envoyer un Francis, message. tout en sachant bien que c'est... Un message, on va envoyer un message. Ouais, on va envoyer un message. Bon, Est-ce sérieusement, c'est la seule solution ou il y en a d'autres? Je sais pas, je pense que est-ce que c'est pas trop tard? Sauf que là, ils sont partis dans un mécanisme de guerre civile avec inévitablement les polarisations tribales qui se refont a posteriori. Justement, alors justement, il vient de dire. Alors, attendez, Dominique Volton, Francis Laloupeau et moi-même, si je puis me permettre, parce qu'il a ouvert la boîte de Pandore, Éric Exactement. Et je Zemmour. voudrais simplement, et je pense qu'on serait éventuellement d'accord autour de cette table pour une part d'entre nous en tout cas. On a une tradition, les Occidentaux et notamment les Américains et les Européens, à partir immédiatement de clans, d'ethnies et donc d'ethnicisation de la vie sociale et de la vie politique dès lors qu'on observe des conflits dans le reste du monde. Et je trouve que la manière rapide, qui est naturellement toujours de dépréciation, de ramener le fonctionnement d'une société complexe qui n'est pas la nôtre, qui ne fonctionne pas avec nos critères, à dire oh ben ce sont des conflits de tribus ou ce sont des conflits ethniques, il faut que nous fassions très attention parce que cette médiatisation là est quand même une forme d'inégalité. On a bien entendu, mais je veux juste dire un mot pour le téléspectateur. Et objectivement, les trois quarts des gens, position, mais les juste trois dire un quarts mot. des Oui. Il faut quand même que les téléspectateurs le sachent. Le vainqueur présumé est d'origine Kikuyu, l'une des ethnies du Kenya, et son challenger est lui d'origine Luo. Et alors, vous avez en France donc, non mais attendez, je ne prends pas position, je précise ça aux téléspectateurs, ça parce que ça a permis à un certain nombre de commentateurs de dire, eh bien, on assiste à des Mais c'est affrontements exactement tribaux. ce que je voudrais juste finir mon raisonnement. Alors, Quand en France, je voudrais juste finir mon raisonnement. Ensuite, quand en Francis. Europe, attendez, quand en Europe ou en Amérique du Nord, vous avez un candidat qui gagne, il est de l'Allemagne de l'Est ou de l'Allemagne du Sud ou des États du Nord, on le signale comme ça. On ne dit pas dans le conflit que c'est deux ethnies qui vont se battre. Et je dis qu'il y a une ethnicisation par les Occidentaux de ça, qui est une forme de racisme implicite dont nous avons intérêt à un faire regard colonial, extrêmement disons. attention. Alors, Francis, Oui, partagez-vous ce point de vue. Oui, c'est un regard colonial, et puis bon, ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, on pourrait dire également que c'est un affrontement ethnique. Mais on dit. Non, Attendez, on non. parle pas Mais on d'ethnie dit- en Belgique. Ce que je veux simplement souligner, c'est que je crois parle de qu'au fond, communauté, c'est en pas tant pareil. qu'observateur, en tant qu'analyste de la vie politique nationale ou internationale, il y a souvent une sorte, je dirais, de raccourci comme ça, un peu paresseux, à considérer qu'une fois qu'on a dit que ça... Mais tout de même, non, mais attendez, laissez-moi Francis, finir. on a vu des images où certains Laissez-moi Luo finir, ou Jean-Marc. certains Kikuyu disaient l'autre ethnie, l'autre Mais, tribu vous savez, nous domine depuis des années, ça change. En matière Ça a été inventé en matière ou- de polémologie, quand il y a un conflit, il faut forcément des référents adverses. C'est-à-dire que nous avons affaire à une contestation qui est une contestation Politique. à la fois moderne et tout à fait politique. Parce que Il y a beaucoup de Kikuyu dans l'opposition au président Kibaki. quel est le fond, pardon? Il y a beaucoup de Kikuyu dans l'opposition au ben président si, Kibaki. vous savez qu'il y a des Kikuyu. Non, mais c'est une question, hein, j'avoue ne pas savoir. Absolument. Je dis que c'est pas votre aussi ami, quand simple même, que ça. le Kenya, hein. Mais vous savez, il faut des référents adverses. Quel est le fond du problème? Pourquoi Kibaki a perdu les élections? Parce qu'au fond, le Kenya ne se porte pas si mal que ça. On souligne, je veux dire, les réussites économiques du Kenya. Alors pourquoi il a perdu bien qu'il soit président? Mais je vais vous le dire. On souligne un taux de croissance qui est de 5 à 6%. On parle d'une prospérité économique. Sauf que on oublie de dire que ceux qui saluent justement cette réussite, ce sont les bailleurs de fonds de Bretton Woods, ce sont les observateurs internationaux qui saluent simplement la réussite d'une politique libérale violente, qui a favorisé une oligarchie financière, qui n'a rien donné qui a pour le favorisé peuple, pour la majorité des élite Kenyans. financière Beaucoup d'inégalités. aux dépens, je veux dire, du plus grand nombre, où il y a effectivement une armée de laissés pour compte et de défavorisés. Ce sont ceux-là qui tiennent les machettes aujourd'hui. Alors, c'est une contestation moderne contre un choix politique, contre un système politique qui s'est déclenché de l'année. faut C'est-à-dire pas que l'ethnicisme. tous ces laissés pour compte quand vous voyez le décalage qu'il y a entre... Pas d'explication entre les tribale pauvres qui serait trop et l'élite, facile quand et vous voyez pas- le décalage qu'il y a pas entre les l'expression de la pauvres réalité. et l'élite financière, ces gens, dans une démocratie qui est quand même somme toute très fragile, puisque l'alternance politique dans ce pays n'a eu lieu qu'il y a 5 ans seulement, dans une démocratie C'était fragile, Daniel Arap n'avait Moi, que le bureau de vote, je dis, pour exprimer une opinion politique, un sentiment politique. ils ont le sentiment Quand vous de leur se enlevez révoler. ça, évidemment, ça crée Bon, alors, une violence comme vous pouvez en rencontrer en Europe Francis. de l'Est, et c'est le cas du Kenya notamment. Bon, alors, on va très vite. Éric Zemmour, avons on affaire à essaie des d'être questions concis parce que idéologiques et j'aimerais qu'on politiques. qu'on Francis, continue. J'ai une question à poser. Pourquoi ne pourrait-on pas admettre que dans une situation de conflit, il y ait une base, comme tu le dis, moderne
est sociale et idéologique, que je ne nie pas du tout, et que, en même temps, elle s'appuie, elle se réveille, elle s'ancre dans des conflits archaïques. La politique. Mais non, archaïque, c'est pas péjoratif. Pas dans ma bouche. On va employer le mot ancien. Justement, le conflit politique idéologique s'il vous plaît, peut se manifester par le canal d'un réflexe communautaire, ethnique, mais même tribal, parce que justement ces réflexes-là sont instrumentalisés par ailleurs. C'est exactement ce que je veux dire. C'est exactement ce que je veux dire. Dominique Volton, un mot rapide parce qu'on a dépassé par notre temps, exemple, là. le génocide, il est ethnique. Non. Et je suis sûr qu'il y a une base sociale avec une ethnie qui tenait le haut Qui du tenait le pavé gouvernement, donc qui avait une autre une ethnie possibilité qui était d'aisance plutôt, financière. en dessous. Je veux dire, c'est Mais pas vous avez- incompatible. C'est ça que je veux dire. Voilà. Éric Zemmour dit que ce n'est pas incompatible. Non, mais Il c'est n'oppose pas- pas l'un à c'est quand l'autre. même- Dominique Volton, La question- notre chercheur. La question, c'est pas de nier bien sûr qu'il y a une dimension culturelle ou ethnique ou clanique dans certains conflits. Mais là n'est pas l'essentiel, c'est pas le moteur. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que la manière dont la presse, pas le problème. vous permettez, ce que je veux simplement souligner, et c'est un vrai problème dans la mondialisation, avec la mondialisation de l'information, c'est que la manière dont les médias occidentaux, dans leur ensemble, les journalistes et les élites derrière, Se dédouane. se dédouanent et immédiatement utilisent un vocabulaire on comprend ethnique et clanique, a des effets pervers très violents, parce que si vous voulez, ça fait l'économie d'une analyse sur les enjeux économiques et sociaux, ça fait l'économie C'est sur la réducteur, complexité. quoi, totalement Mais réducteur, c'est donc réducteur faut- dans un sens qui continue à faire penser que l'Occident, lui, est moderne, et que les autres sont archaïques. Tiens la Voilà, raison et que c'est les tout. autres sont des sauvages. Bon, on comprend bien. On aura certainement l'occasion Bien d'y sûr. revenir. Et justement, parce que vous allez voir, le prochain sujet, on quitte pas vraiment cette idée de quel regard l'Occident porte sur les autres et sur lui-même. L'ex-président du Libéria, Charles Taylor, est accusé par la Cour internationale de justice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'était en Sierra Leone, le pays voisin du Libéria. Il est le premier président africain dans cette situation, puisque jusqu'ici, il n'y a eu qu'un premier ministre rwandais, mais pas de président. On lui reproche d'avoir armé et financé une organisation qui s'appelait le RUF, je crois, responsable d'atrocités en Sierra Leone. Tout cela pour mettre la main sur la principale ressource en Sierra Leone, à savoir le diamant. Alors, ce procès, c'est un simple alibi pour un Occident qui veut se justifier, ou un président utile vis-à-vis de tous les dictateurs de tout poil, Dominique Volton? Ah, moi, je pense que c'est très important. Vous pensez que ça n'a Ah, pas mais valeur attendez. que symbole, Eh bien, que oui, c'est... attends, la justice internationale, c'est ce qu'il y a de plus difficile à organiser, parce que par définition, la communauté internationale n'a pas les mêmes définitions du droit, etc., etc. On a fait des progrès à partir de Nuremberg sur le problème des génocides. C'est en discussion sur les situations actuelles violentes. Ce qui est nouveau avec Taylor, c'est est-ce qu'on est capable de construire une juridiction internationale pour juger des faits politiques quand il y a des crimes massifs avérés. Et je trouve que puisque la culture démocratique est le seul horizon de la mondialisation. C'est le seul, nous n'en avons pas d'autre. Hein. Sinon, c'est la guerre des religions ou les guerres comme il y en a toujours eu. Nous essayons de construire une culture démocratique Vous mondiale. êtes comme Churchill, c'est le plus mauvais des systèmes, mais c'est le seul. Mais par définition. Et derrière la communauté internationale, nous n'avons pas d'autres valeurs. Donc, ou bien nous essayons de te faire que la communauté internationale respecte à peu près ses valeurs, ça n'empêchera pas les guerres, les massacres, mais au moins, il y a une valeur de droit et de morale qui avance, ou bien alors on revient là-bas. Voilà, on revient à la loi de la jungle. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est utile. Ce n'est pas seulement un alibi. Pour le tribunal international pour les crimes en Yougoslavie, c'était un progrès. Et c'était en Europe. C'est la même chose pour l'Afrique. Ça pourrait être la même chose en Asie, en Amérique latine. On va avoir la même chose pour le Cambodge. À chaque fois, ça fait l'objet de polémiques extrêmement intéressantes parce qu'on voit jusqu'où le droit peut aller, quand est-ce qu'il ment. Mais je trouve qu'on progresse en conscience politique. Il y a Nadir Djenad qui veut s'exprimer, après je vous donne la parole, Eric. Moi, alors, je trouve que... ça vient 4 ans après les faits quand même. Oui, hein, mais ça... Et 4 ans après la fin des faits. Est-ce que c'est pas un peu tard quand même? Est-ce que non, quelque part, c'est pas trop tard? Non, mais moi, je pense que ce procès doit être utile pour mettre à jour les connexions complexes entre le commerce illicite du diamant et les crimes de sang commis au Sierra Leone. Il y a plusieurs ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch qui estiment que les leaders des multinationales sur le marché du bois et du diamant sont complices, sont responsables. Ils sont pas sur le banc des accusés. Sont responsables de la chez eux dans leur conseil d'administration. Oui, mais ça va il y a des responsabilités. C'est ça qui est formidable avec l'information, ça va se savoir. Il y a des responsabilités. Dans un procès. Par ailleurs, on sait tous que Charles Taylor a été soutenu par d'autres dirigeants. Je pense au dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, le président burkinabé Blaise Compaoré, ainsi que des proches de l'ancien président ivoirien Houphouët Boigny. Durant cette période, c'est-à-dire de 1989, si je ne me trompe, à 2003, Charles Taylor a bénéficié, donc a reçu des fonds, donc des armes et de l'argent.
Donc je pense que ce procès doit être... Qui a tué David Moore. Ce procès... Si on commence à regarder Charles Taylor, c'est ce qu'il y a autour. Mais il faut le faire. Il y a beaucoup de gens dans le monde des acteurs. Ce procès doit être utile. C'est moi qui... Ce procès doit être utile justement pour faire la lumière sur ce qui s'est passé et surtout pour faire, faut penser aux victimes. Il y a eu 120 000 morts et des milliers de mutilés. Éric Zemmour. Moi, je voudrais dire que si on commence à mettre en procès tous les chefs d'État qui provoquent des guerres pour prendre les ressources minières du sous-sol d'un pays étranger, il faut commencer déjà par George Bush en Irak. Oui. Et peut-être qu'au cours de cette table, vous trouverez des gens qui sont d'accord avec ça. Il faudrait. C'est pas une idée idiote de Dominique Bolton. Historiquement, il faudrait mettre en prison Poincaré qui avait occupé la Roure en vain pour récupérer. Non, on s'en fout pas parce que justement. Non, ce n'est pas autre chose. Et où voulez-vous en venir, Éric Je veux en Zemmour venir justement que Bolton nous a dit que c'était soit le droit international et la communauté internationale et la Cour internationale de justice. Soit la barbarie. Soit la barbarie. Ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est le rapport de force. Non mais attendez, on va laisser... la barbarie n'est pas les rapports de force. On est tous curieux de savoir où il veut en venir là. Et en fait, moi je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire que je pense que c'est la morale, c'est le moralisme dans les relations internationales et dans les relations politiques qui a donné la pire barbarie. C'est les guerres de religion qui ont été les plus effroyables massacres. Parce que ça a tout le rapport. C'est-à-dire que quand on met, mais tout à fait, quand on met la morale et qu'on met la morale dans les relations politiques, ça donne des massacres encore plus effroyables. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec Charles Taylor? Attendez, j'ai pas fini. Attendez, justement, la réelle politique. Mais si, c'est la morale. C'est la morale internationale. La morale et la religion sont deux choses différentes. Non, c'est très proche. Mais non, elles sont liées, mais elles sont différentes. Attendez, une question simple et concrète pour les téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Ce que je veux dire, c'est que l'équilibre des forces, la réelle politique et la réponse qu'on a trouvée historiquement au XVIe et au XVIIe siècle, justement pour éviter le déchaînement de la violence qu'avait causé l'introduction de la morale dans la vie politique et dans la vie internationale. Vous pensez que le Nuremberg, c'est une erreur? Je pense que ça a ouvert la boîte de Pandore. Je pense que la morale... Faut rien faire, alors. Non, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je pense que fait-on? On laisse Charles Taylor assassiner 120 000 personnes. Attendez, mais est-ce que vous avez empêché George Bush d'assassiner des centaines de milliers de personnes en Irak? Est-ce que non, c'est de toute façon. Non mais attendez, mais la question est que faut-il faire? Ce que vous dites, c'est complètement hypocrite parce qu'on va condamner Charles Taylor comme on a condamné Milosevic, mais parce qu'ils sont faibles. Et on condamnera jamais les puissants. Est-ce qu'on condamnera Poutine parce qu'il a bombardé? Enfin, mais tout ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Attendez. Dominique Bolton. Il va rarement dans les meetings, Éric Zemmour. Avant, il allait pour les suivre, mais maintenant, il va rarement. Mais c'est la vérité. C'est un jugement de puissance sur un faible. C'est pas tout à fait faux. Milosevic qu'on bombarde. Francis Laloupeau a la parole. Non, ce que dit Éric n'est pas tout à fait inintéressant. C'est même très intéressant. Je crois que ça demande une réflexion. Parce que, monsieur, c'est vrai que on n'imagine pas demain, à la fin de son mandat, George Bush traîner devant les tribunaux pour être jugé pour crime de guerre, par exemple. Et pourtant, guerre en Irak, il y a de quoi Guantanamo, les camps de torture. Il y a de quoi instruire un dossier. Ah oui, c'est vrai que quoi. On voit pas à la Cour internationale de justice faire ça. C'est une guerre avec le Chili. Attendez, Éric Zemmour, vous avez eu la parole, vous avez assez provoqué de désastres avec votre parole pour laisser Francis Laloupeau finir. Ah non, pas de désastres du tout. Ce sont des pistes de réflexion intéressantes. On peut également, garder comme piste de réflexion le fait que M. Charles Taylor, aujourd'hui, subit en quelque sorte, effectivement, la justice des forts. C'est évident. Mais, cela étant, c'est quand même un signal très fort qui est envoyé pour la lutte contre l'impunité. Pour les pays, en tout cas dans les pays africains, les Africains le ressentent comme tel. C'est une lutte comme étant un signe. Mais Francis, est-ce que ça n'a jamais empêché quoi que ce soit? Ça n'a peut-être jamais empêché quoi que ce soit, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer aussi de la capacité de la communauté internationale, je vais faire bondir Eric, à mettre en place une justice, une morale internationale. Je crois qu'il ne faut pas désespérer de ça. Il faut quand même rappeler que le Libéria est une création artificielle des États-Unis. Hein, oui, au 19e siècle. Et que, bon, aujourd'hui on peut considérer que c'est peut-être une nation en devenir, mais au départ c'était quand même une création artificielle des États-Unis qui ont
exiler une partie de la population noire. S'exonérer moralement aussi, je veux dire, en envoyant des esclaves peupler un territoire. Ça crée quand même des traumatismes. Et on peut aussi, je pense, aussi ouvrir des pistes, je dirais, d'études psychologiques ou sociologiques de ce point de vue-là. Mais alors, pour finir, oui. Monsieur Charles Taylor, il faut aussi rappeler à ceux qui nous écoutent quand même qu'il est un peu rattrapé par son histoire. Monsieur Charles Taylor est quand même aussi, je veux dire, issu de la nation américaine. C'est un ancien repris de justice qui a déjà été arrêté il y a quelques vieilles années aux États-Unis. C'est un bandit, un voyou, quoi. C'est qui a été qu'on a laissé monter à la tête d'un État. Oui, mais c'est ça, qu'on a laissé monter à la tête d'un État. Et le fait qu'il soit jugé à la haie aujourd'hui peut laisser craindre quand même que tout ne soit pas dit pendant ce procès-là, parce qu'il y a des responsabilités internationales aussi bien des États-Unis que de l'Angleterre, par exemple. Des pays, et on des peut bailleurs considérer de fonds, que ce soit, on peut craindre que ce soit, je dirais, un procès tempéré, canalisé, donc, où tout ne sera pas dit. Position assez mitigée de votre part, Francis, finalement, hein. Non, pour ce procès, mais avec peu d'espoir que ça donne quoi que ce soit. Ce genre de questions, il faut aborder ça avec une certaine, je dirais, avec un souci de nuance et de complexité. Alors, Dominique Volton, pour conclure, hein, parce qu'on est un tout petit peu en retard sur ce point-là. Il faut pas être naïf, l'histoire est injuste, et donc par conséquent, c'est plutôt les puissants qui jugent les autres. Mais c'est pas ça, la dynamique extrêmement positive depuis, en gros, la fin de la Première Guerre mondiale. C'est qu'à partir du moment où on introduit dans la communauté internationale un principe quand même de contrôle, même si effectivement c'est plutôt les puissants que les faibles, il se met en place une mécanique intellectuelle. Et en plus, on est aujourd'hui dans une télévision. Les médias jouent leur rôle essentiel. Le procès permet aux deux positions de s'exprimer. Il y a des livres qui se font, il y a des enquêtes. On est capable de remonter derrière pour voir les filiations qu'il y a derrière. On est capable de voir les connexions. Et je veux dire, quand même, on peut pas, début XXIe siècle, dire qu'une situation politique où on fait un procès pour juger un dirigeant... C'est égal à celle du 19e voilà, ou du début du 20e. Ou du début du 20e. Ça va doucement, mais ça va. Ça va doucement, mais faut pas exagérer. C'est la même chose dans nos démocraties. On a bien compris qu'on n'arriverait pas à vous réconcilier. Non, mais c'est un débat de fond. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la règle de droit, si vous n'avez pas la règle de droit pour organiser une société internationale, vous n'avez que le rapport de force et la barbarie. Le rapport de force. On peut critiquer la barbarie, à l'occasion de Taylor, le rapport de force, mais vous dites-vous, il faut des contrepoids. Mais regardez en 5 minutes tous les arguments qu'on a déjà sortis. C'est-à-dire que progressivement, la conscience internationale... On aura l'occasion, hélas, je dis bien hélas, d'y revenir. Je pense qu'on va pas vous mettre d'accord tout de suite. Vos points de vue semblent assez irréconciliables. On va en venir à quelque chose sur lequel vous allez peut-être pas être d'accord non plus. Cette semaine, notre président Nicolas Sarkozy a donné une conférence de presse, un show de 2 heures. Brillant sur la forme, chacun s'accorde à le dire. Sur le fond, quoi de vraiment neuf? J'ai envie de demander ça à Éric Zemmour. Beaucoup de choses neuves? Ah non, pour moi, il y a eu une chose neuve essentielle. C'est que quand on lui a parlé du pouvoir d'achat, il a dit il n'y a pas d'argent dans les caisses. Ça veut dire que je ne peux rien faire. Je comparerais ça à la déclaration de Chirac en 95, le 26 octobre 95. Vous vous souvenez, quand il avait dit, après sa campagne présidentielle... oui. Alors après sa campagne présidentielle où il avait fait campagne contre la fracture sociale, le 26 octobre 95, il était venu à la télévision et il avait dit j'ai sous-estimé la difficulté financière du pays et donc plan de rigueur. Je pense que c'est du même ordre, c'est-à-dire comme des condamnés à élire des présidents qui ne tiennent pas leur parole. C'est ça. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire, c'est pas exactement ça. Je suis en train de vous dire que on a des présidents qui font des campagnes keynésiennes. De relance par la consommation. Après, expliquer à tout le monde, Keynes, c'était un économiste qui a développé l'idée que l'économie se développe par la consommation, et voilà. Et qui finalement, comme nous sommes dans un monde ouvert avec libre-échange, nous avons un déficit commercial colossal. La consommation, elle va pousser à acheter des produits étrangers, et que donc, on très vite, comme il y a des difficultés financières, budgétaires, et comme en plus surtout, les présidents français désormais ne maîtrisent plus la politique monétaire. Je crois que c'est essentiel, c'est-à-dire que si vous voulez, pour faire vite, le pouvoir d'achat en France, il est grevé par 3 éléments. Et je vais très vite. 1, la socialisation excessive depuis 15 ans. C'est-à-dire que nos maigres marges de manœuvre de croissance, on les a mis dans la socialisation, c'est-à-dire 35 heures, allocations diverses, etc. Et ça, Sarkozy essaye d'alléger ça. Deuxième frein, l'euro-fort. Évidemment, quand les entreprises doivent se battre sur le marché international, avec l'euro-fort, ils ne donnent pas d'argent à leurs salariés. C'est plus difficile. 3, la mondialisation qui a permis depuis 20 ans une répartition favorable des profits favorables par rapport au salaire. Donc ces 3 éléments, si vous voulez, l'action de Sarkozy sur le premier est ruinée
par les deux autres. Et quand Sarkozy dit, je finis là-dessus, quand Sarkozy dit je suis contre l'euro-fort, les autres Européens lui rient au nez. Et donc il ne peut rien faire. Quand il dit il l'a encore dit, il l'avait dit pendant toute sa campagne. Quand il dit je suis pour la préférence communautaire, ça veut dire le protectionnisme européen. Les autres Européens lui rient au nez. Donc en fait, il ne maîtrise pas l'essentiel. Et donc, il se voit obligé de dire, bah voilà, il n'y a pas d'argent, point, on passe à autre chose. Très vite, parce que je voudrais qu'on aborde aussi les questions de diversité dont il a parlé. Très vite, vous avez un petit mot à dire là-dessus? Concernant quoi? Concernant la tonalité générale du discours du président Sarkozy. Si vous voulez, je dirais que le risque qu'on a avec le président Sarkozy, c'est de passer d'une excessive personnalisation à une pipolisation. C'est-à-dire qu'il mélange tout. Les problèmes internationaux qui sont extrêmement compliqués et qui ne relèvent pas de lui sont traités sur le même plan que les problèmes de politique intérieure sur lesquels il n'y a pas énormément de marge de manœuvre déjà. Et en plus, tout ça est complètement percuté par sa propre, si je puis dire, vie privée qui percute tout. Donc j'ai envie de dire, mais c'est un vrai problème, la vie publique, c'est pas la vie privée, la vie internationale, c'est pas la vie privée, et donc par conséquent, si on veut faire de la politique, même dans une société démocratique, médiatisée, etc., il faut mettre de la hiérarchie. Et ce qui risque d'arriver au président Sarkozy, c'est, si vous voulez, un effet de boomerang terrible, c'est-à-dire qu'en définitive, peu importe les qualités qu'on lui accorde ou qu'on lui accorde pas, c'est qu'au bout d'un moment, si jamais il n'est plus crédible par le mélange constant des genres, à ce moment-là, vous savez, c'est terrible la politique, parce que voilà, c'est impitoyable. Parce que quand le public, quand les citoyens décrochent en matière de confiance, c'est vrai pour les journalistes, c'est vrai pour les scientifiques, c'est vrai encore plus pour les politiques, eh bien à ce moment-là, vous pouvez rien faire. Et donc du coup, moi j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que font les conseillers en communication politique autour de lui, mais la confiance est un capital qui se délite et qui ne se reconstitue pas pas le vrai problème, c'est ça. Vous n'êtes pas candidat à un poste de conseiller en communication pour la. Mais écoutez, non, mais je pense que la présidence doit dépenser beaucoup d'argent avec un incalculable de conseillers, alors qu'en fait le bon sens ferait de dire, écoutez, respectez la différence entre public et privé, arrêtez de croire que vous pouvez être zéro sur tout, d'autant qu'au bout d'un moment, les faits sont têtus et que les citoyens vont voir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et là, le boomerang risque d'être terrible. D'accord. Timbré, libellé à l'adresse de l'Élysée, signé Dominique Volton. Francis. Oui, alors juste une observation aussi d'ordre général, au-delà, je veux dire, du contenu du discours, cette espèce de charivari comme ça, un catalogue extraordinaire, comme un nouveau discours, programme en quelque sorte. Juste une observation. Je ressens un malaise quand j'entends dans le discours cette critique systématique des prédécesseurs de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que rien n'a été fait, c'est que ça se dit, ça se répète. C'est un grand classique, hein. Non. Chirac avait fait ça. Non. Vous ne pouvez pas ouais. dire de façon massive et maximaliste tout le temps. Rien n'a été fait avant. Absolument. Tout commence maintenant. Et il y a quelque chose d'absolument gênant. Je pense qu'il faut. Quand vous venez du même camp. L'histoire. À la lumière de Jack Lang. L'histoire ne commence pas. L'histoire ne commence pas, comme l'histoire de France avec ce régime. Et je pense aussi qu'il y a une forme d'élégance à observer vis-à-vis de ses prédécesseurs. On ne peut pas dire non plus systématiquement que tout ce qui a été fait avant était négatif ou simplement inexistant et que tout commence aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi respecter non seulement la mémoire, mais aussi la continuité de l'État. Bon, je voudrais poser une question à Nadir. Nadir, dans son propos, le président de la République a abordé un thème qui nous tient à cœur, évidemment, à France O, c'est la diversité. Première remarque de cet aspect a été très peu commenté dans la presse. On est passé très vite sur ce sujet, alors que la question portait sur les discriminations positives et qu'on a plus ou moins compris dans la réponse de Nicolas Sarkozy qu'il privilégiait la diversité et qu'il avait plus ou moins envie que ce soit dans la Constitution à l'expression discrimination positive. Alors Nadir. Alors tout d'abord, il faut rappeler qu'effectivement le président a chargé Simone Veil de compléter le préambule de la Constitution en incluant plusieurs thèmes, donc la diversité, et l'égalité homme-femme. Bon, c'est une bonne idée, c'est symbolique, mais concrètement, est-ce que cela permettra de mieux lutter contre les discriminations ou de favoriser l'égalité des chances? On peut avoir des doutes là-dessus. C'est comme, par exemple, récemment, Victorin Lurel qui demandait, le député socialiste de Guadeloupe, qui demandait à ce qu'on supprime le mot race de la Constitution. Mais est-ce que supprimer le mot race de la Constitution suffira à changer justement à changer les mentalités? C'est bon d'en parler. Oui, c'est bon d'en parler. C'est une bonne idée, je suis d'accord. Concernant l'égalité homme-femme, je vous rappelle que le principe de l'égalité homme-femme figure déjà par référence dans la Constitution de 1958. La parité a fait l'objet d'une loi, c'est-à-dire que c'est contraignant pour les partis politiques notamment. Le principe est clairement affirmé, mais cependant, j'ai le sentiment qu'il ne permettra pas de mener des politiques volontaristes. À la fois sur l'égalité homme-femme et la diversité. Dominique Volton, on essaie d'aller un petit peu. Je dis pas ça parce que c'est vous, Dominique, c'est parce qu'on est un peu pressé. Il y a un débat sur savoir si on doit réintroduire l'égalité homme-femme et la diversité dans le préambule de la Constitution. Vous avez deux thèses en présence.
ceux qui disent, écoutez, oui, parce que c'est un enjeu politique très fort, et si on le fait, ça permettra quand même de catalyser des choses et de faire avancer un peu. Et d'autres, ceux qui disent pas du tout, les principes philosophiques du droit, déjà inclus dans le préambule de 46 et repris depuis, suffisent, et c'est pas la peine d'accentuer. Donc ça, c'est un débat de droit constitutionnel, mais qui va au-delà. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on a dit à juste titre que c'est pas parce qu'on met dans une constitution que ça résout les problèmes, ça peut parfois aider, mais concernant la question précise que vous avez posée sur la diversité, pourquoi ça n'a pas été repris, hélas? C'est parce qu'une fois de plus, il y a une contradiction dans le discours de Sarkozy. C'est que Sarkozy peut à la fois dire ça, et c'est très bien, mais comme en même temps, il n'arrête pas de dire qu'il va fermer sur les politiques d'immigration. Que voulez-vous? Que les gens entendent diversité, il y a contradiction avec quotas donc vous ne pouvez pas à la fois avoir 25 000 immigrés illégaux que vous renvoyez, plus une fermeture, le choix d'une politique de... Moi, j'ai fait plusieurs débats, j'ai dit au ministre, écoutez, le président Sarkozy aurait pris le mot immigration négociée, ça avait déjà au moins le respect de l'autre. Parce que vous négociez avec deux parties. Quand vous dites immigration choisie, c'est un qui choisit le riche, le dominant qui prend qui veut ailleurs. Alors, donc quand vous avez une politique, vous dites qu'il y a une politique tellement contradictoire que le mot diversité, la presse ne l'a pas repris parce que simplement, il y a une confusion, un brouillage. C'est pas une confusion, c'est qu'on a envie de dire, écoutez, il faut choisir. Si vous êtes vraiment si sensible que ça à la diversité, alors vous ne pouvez pas avoir la même politique d'immigration. Et si jamais vous valorisez à la fois la diversité tout en continuant à fermer, c'est que c'est contradictoire. Alors, moi j'ai envie de poser une question à Éric Zemmour. Il y a la commission Attali là qui vient de votre journal Le Figaro en a parlé. Non, mais enfin, on peut penser quand même que non, c'est une commission parmi d'autres. C'est nommé par le président. Est-ce que je peux poser ma question? Mais il y a 15 commissions qui travaillent en parallèle. Est-ce que je peux poser ma question? J'ai envie de demander à Éric Zemmour. C'est pas le président. Oui, on est d'accord. Cette commission a surpris un peu tout le monde, en disant que finalement, c'est par l'immigration qu'on retrouvera un dynamisme dans le pays. Et je vous rappelle, parce que le nom d'Attali est là et qui peut être agité comme un épouvantail, moi je me suis intéressé à la composition de cette commission, Claude Bébéard, le président du Crédit Agricole, enfin, des gens qui sont loin d'être de dangereux gauchistes, me semble-t-il. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous? Alors, je vais être d'accord avec Volton, pour une fois. Brûlons un cierge. Sur les contradictions de Sarkozy. Moi, il a très bien posé les termes du débat, diversité, pas diversité. Moi, je pense que tout est déjà dans la Constitution, égalité des races, égalité d'hommes-femmes, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et qu'aujourd'hui, le mot diversité a pris différents sens et qu'il a pris pour certains l'autorisation de conforter ces codes communautaires et de ne pas respecter le code culturel national français. En gros, vous dites c'est pas diversité, c'est communautaire. Exactement. On prononce diversité et certains attendent communautaire. Oui, voilà, exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis contre par principe et j'estime que tout est déjà écrit, c'est pas la peine. Maintenant, première chose. Sur la pourquoi? Comment? Contre la rajouter, il y a préambule de la ça suffit, on a modifié l'égalité des races. Allez, parce qu'il nous reste peu de temps, j'aimerais bien que tout le monde s'exprime. Sur la contradiction, je pense que la contradiction, elle est consubstantielle au sarkozysme. C'est-à-dire que il a deux campagnes, il a Sarkozy 1, Sarkozy 2, il a deux électorats. La mondialisation heureuse et les victimes de la mondialisation. Et aux deux, il a tenu... le grand écart, il va avoir une déchirure musculaire. Non, c'est comme ça qu'il a gagné. Il a tenu les deux discours. Gagner ne suffit pas. D'un côté, il a dit à la mondialisation heureuse, et c'est ce que reprend Attali aujourd'hui, c'est le discours des Anglais. C'est-à-dire, l'immigration propulse la croissance. Certains pays d'Europe ont appliqué ce que dit la commission Attali. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ça dynamise la croissance. Oui, ça dynamise la croissance. Pourquoi? Parce que ça fait baisser les salaires. Et que donc, évidemment, ça permet de dynamiser les croissances. Donc, BBR et tout ça, ils sont ravis. Ils veulent de l'immigration. C'est là, le paradoxe formidable. Vous disiez, c'est pas des gens gauchistes. Donc, d'après vous, on habilite ça de moralité, mais en fait, c'est un problème de rapports sociaux. Mais évidemment. Deuxièmement, qui souffre des conséquences de l'immigration, c'est les problèmes relationnels en France, c'est les classes populaires. Et à ces classes populaires, Sarkozy dit on va renvoyer les immigrés. Il en renvoie 25 000, ce qui est en vérité. Volton dit on ferme. Moi je trouve ça ridicule. 25 000 c'est rien du tout. Il y a 300 000 ou 400 000 sans papier. Si vous étiez dans ces 300 000, mais ça ne veut rien dire. Si vous arrière-grand-parent, je pense que ce n'est pas, mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas le centre du débat, me semble-t-il. Éric, Francis Laloupeau voudrait la parole. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Francis Laloupeau a la parole. Contradiction aussi, on peut se poser la question de savoir si justement les promesses qui ont été faites pendant la campagne électorale en matière d'immigration sont tenues aujourd'hui. La réponse au
fond, c'est non. Parce que pendant la campagne électorale, il y a un message subliminal ou beaucoup plus explicite qui a été envoyé à un certain électorat, celui du Front National, pour dire on laissait entendre, c'est-à-dire l'illusion de l'immigration zéro. C'est-à-dire qu'après l'élection, on pourrait se débarrasser. Il fallait gagner les voix de Le Pen. Hein. Mais en réalité, c'est pas ce qu'il a dit. Vous exagérez, François. C'est pas ce qu'il a dit. Je disais qu'on laissait entendre l'illusion de l'immigration zéro. Et beaucoup de gens du Front National qui ont voté pour les Sarkozy ont espéré qu'il applique la politique pour ne pas M. Le Pen. Il y a beaucoup qui ont voté dans ce sens-là. Oui, en tout cas. D'accord. S'il vous plaît. Sachez qu'il nous reste 3 minutes d'émission. C'est-à-dire, s'il vous plaît, chacun m'entend, 3 minutes d'émission. Je prends un raccourci. Alors, j'aimerais bien qu'on aille vite, Francis. Je prends un raccourci. Mais le fantasme de l'immigration zéro. Mais je vous en prie, Dominique, laissez-moi terminer. Parce qu'il reste 3 minutes. Oui, il reste 3 minutes. Mais par ailleurs, quand d'un côté, on dit, il faut appliquer des quotas d'expulsion, il faut renvoyer 25 000 personnes chaque année, et que de l'autre côté, on parle de quotas, il y a une contradiction. Ça veut dire que, pourquoi, au fond, juste une indication, pourquoi ne pas prendre déjà parmi les immigrés qui sont sur le sol français, qui sont généralement, même ceux qui sont pas sans papier, qui occupent des emplois, pourquoi ne pas les régulariser, même ne fût-ce qu'au cas par cas, pour déterminer les métiers, je veux dire, qui pourraient être fixés avec des papiers, je veux dire, avec les papiers à l'appui, plutôt que, d'un côté, d'envoyer un signal en disant, on renvoie 25 000 par an, et de l'autre côté, appliquer des quotas, c'est-à-dire reconnaissant par ailleurs que l'immigration zéro n'existe pas et qu'on continuera, de toute façon, à appliquer et, quitte à réguler une politique d'immigration. On les régularise, il y en aura autant qui viendra après. Éric Zemmour, un petit peu de discipline. Allez, Dominique Volton, très vite, parce que j'aimerais qu'on parle d'autre chose encore. On y reviendra, Je voudrais souligner une contradiction, on y pas reviendra. seulement en France, mais qui est aussi en Europe. Sur l'immigration, il y a deux choses, ça renvoie à deux problèmes de nature différente. Premièrement, du strict point de vue d'une économie libérale, on recourt toujours aux immigrés parce qu'ils coûtent pas cher, etc., etc. Ça, vous êtes d'accord avec Éric Zemmour? Mais c'est pas d'accord ou pas d'accord, c'est un fait depuis le 19e siècle. On est d'accord. Ça, c'est un premier problème, et on expulse quand ça va pas, de manière toujours aussi tragique. Mais la deuxième dimension, qui est un brûlot politique pour l'avenir de l'Europe, c'est qu'on peut pas à la fois défendre des droits de l'homme et ne pas les appliquer à ceux qui viennent faire le travail que les nationaux ne font pas. Et la contradiction qu'il y a partout en Europe, qui est quand même la partie du monde la plus démocratique, entre guillemets, c'est qu'il y a une contradiction entre une logique strictement économiste qui prend des immigrés et les renvoie comme elles veulent, et le fait que par ailleurs, le système politique démocratique européen va être obligé de reconnaître que ce sont des hommes et des femmes de même qualité, de même droit que les autres. Et c'est en ça que si jamais vraiment on voulait un peu coordonner ces deux contradictions, la première des choses à faire serait de prendre ces hommes et ces femmes qui travaillent déjà chez nous et de leur donner un statut légal, humain, de respect. Et à ce moment-là, on aura à la fois le respect de l'homme, le respect de l'homme et l'économie. Bon, voilà. Un mot simplement. Personne ne renvoie personne. Depuis 30 ans, on a renvoyé personne. On va pas relancer les débats là-dessus. C'est epsilonès. Alors, c'est peut-être epsilonès, mais il y a des gens qui sont renvoyés, ça se voit tous les jours. Allez-y dans Alors, s'il vous plaît, stop, Francis, il nous reste, s'il vous plaît, donnez pas une telle image de nous-mêmes. Il nous reste 1 minute d'émission et j'aimerais qu'on aille assez vite. Nadir Djenad, ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, rapidement, vous vouliez parler, je crois, de la candidature à la mairie d'Étaples dans le Pas-de-Calais de Bagdad Ghezal. Expliquez-nous ça en quelques mots. Alors, on parlait de diversité tout à l'heure. Cette histoire montre tout à fait que s'il y a des progrès, s'il y a un domaine où il faut qu'il y ait des progrès, c'est en politique. Expliquez en 2 mots l'histoire. C'est la dire s'exprimer. En fait, c'est pas ce que j'ai aimé, ce que j'ai détesté, mais bon. En fait, c'est le maire socialiste de la ville d'Étaples dans le Pas-de-Calais ne se représente pas, et le candidat qui a des chances de l'emporter, qui a été donc désigné par la section locale du Parti socialiste, Bagdad Ghezal. Bagdad Ghezal. Or, c'est un militant socialiste. Dans cette occurrence, est-ce qu'on le laisse parler, s'il vous plaît? Non, c'est une chance pour la France. Malheureusement, d'autres l'ont pris pour un handicap. Alors, allez-y, Nadir. C'est bon, je peux. Merci. C'est un militant socialiste donc de longue date, implanté localement depuis des années. Or, il se trouve que la fédération socialiste du Pas-de-Calais donc a rejeté cette investiture et lui a préféré un énarque lillois. Bon, ce n'est pas le premier cas de figure au sein du Parti socialiste. Bientôt les municipales, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais enfin, on voulait le souligner. Éric Zemmour, la notation des ministres. François Fillon a faire de tête 0 à 20. Non, mais Fillon dit lui-même que c'est ridicule. Voilà. Bon, alors, on n'en parle plus. Alors, dans ce cas-là. Ça tombe bien parce qu'on avait mis le bonnet d'âne à ce pauvre Fillon. Donc. C'est une idée de Sarkozy et Fillon dit lui-même que c'est ridicule. Pardon, Dominique Volton, la nomination de Peter de Villiers, qui est un homonyme du joueur du Stade français chez nous, mais qui est noir et qui est le premier entraîneur noir
de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud après la victoire en Coupe du Monde de l'Afrique du Sud? Oui, ça c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, ça. Bah, je sais pas, c'est vous Non, qui non. décidez. Écoutez, Je vous demande ce que vous avez aimé ou détesté. Non, la nation arc-en-ciel. Non, moi, ce que j'ai pas aimé, plutôt, c'est la nation Ah bah, arc-en-ciel. allez-y. Oui, donc, si je peux dire un mot sur l'Afrique du Sud, si ce Vite, pays, vite. oui. Une minute de débord, comme on dit là-haut. Si jamais l'Afrique du Sud échappe à la guerre civile qui serait le destin naturel de son histoire, compte tenu de ce qui s'est passé, parce que c'est quand même ça l'enjeu, ça veut dire qu'à ce moment-là, on est capable de passer de la pire des situations qu'on a connues avec l'apartheid à une société civile politique. Donc ce qui se joue en Afrique du Sud depuis 30 à 40 ans, c'est fondamental pour l'avenir du modèle démocratique dans l'ensemble Et du cette monde. nomination est quand même intéressante. Il faut savoir que le rugby est pratiqué plutôt par les Blancs. Tout à fait. Et que tout le monde a accepté C'est cette en ça, décision. voilà. Et c'est en ça qu'on... L'annulation du Dakar, Francis Taloupo, ça vous a fait chaud, froid ou... Non, mais ça, c'est pas une nouvelle, Michel c'est Michel. pas une mauvaise nouvelle. Je veux dire, on va pas déplorer, je veux dire, l'annulation du Paris-Dakar. On pourrait même souhaiter d'ailleurs que Paris-Dakar n'existe plus du tout. Bon, mais, voilà, comme ça, c'est clair. Bonne nouvelle parce que ça va augmenter le taux de mortalité pour la Mauritanie notamment, parce que chaque année quand même, c'est un rallye qui tue quelques enfants quand même au passage. Malheureusement, ça c'est une mauvaise nouvelle. Et cette décision a été prise malheureusement, je veux dire, comme une manière de céder à des menaces terroristes. À des menaces terroristes, et ça, ce n'est pas une exprimées bonne en Mauritanie. nouvelle Ça, parce c'est que pas la bonne nouvelle. c'est un cadeau qui est fait quand même à ces psychopathes qui empêchent un peu le monde de dormir depuis quelques années. Alors, écoutez, voilà, on a fini très en retard, je me dépêche. Merci de votre fidélité, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, et merci à vous quatre.